Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les prochaines minutes, je vais condenser 10 années d'expérience entrepreneuriale, mais le plus important ce n'est pas ce que je vais vous dire, c'est ce que vous allez mettre en application. Voici donc les 10 conseils clés pour réussir une entreprise. Se démarquer grâce à une identité de marque qui soit identifiable, c'est le parti pris par Michel et Augustin ou Innocent, qui propose des produits alimentaires industriels avec un positionnement humoristique et décalé, en mettant en scène des petits personnages amusants. Pour être capable de se démarquer, vous devez construire l'identité de votre produit ou de votre service. En sociologie, l'identité est définie comme un rapport entre le collectif et l'individuel. Elle est composée d'un côté par le déterminisme social et de l'autre par la singularité individuelle. C'est paradoxal ton truc. Non, c'est une définition qui possède deux éléments opposés, mais pas contraires. L'identité permet de classifier les individus par catégories, et c'est grâce à cette classification qu'on peut finalement déterminer leur singularité. Ça signifie donc que si vous créez un produit ou un service, il ressemblera forcément à un autre, puisqu'il fera partie d'une catégorie. D'ailleurs, au début de votre projet entrepreneurial, vous entendrez souvent des remarques du type Oui, mais ton service, il existe déjà. En quoi tu te démarques d'Apple ? Toutes vos idées business ont probablement déjà été pensées par d'autres. En fait, ce qui fait la singularité de votre concept, ce n'est pas l'idée, c'est la manière dont vous allez la développer. D'ailleurs, si vous allez sur le site de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, il est stipulé très clairement qu'une idée ne peut pas être déposée comme marque ou brevet. Ça veut dire qu'une idée appartient à tout le monde. Comme pour un être humain, l'identité d'une marque est un processus itératif qui évolue au fil du temps. Et pour la trouver, vous devez donc disposer d'une expérience de terrain, ce qui m'emmène au conseil numéro 2. Chaque action entreprise sur le terrain égale une expérience gagnée. Cette expérience va engager des changements infimes qui, peu à peu, vont vous permettre d'évoluer, de gagner en maturité et finalement de vous perfectionner dans votre domaine. Alors, j'ai le sentiment d'enfoncer des portes ouvertes, pourtant, c'est loin de faire l'unanimité. Par exemple, lorsque vous étiez à l'école, est-ce que vous pouvez me donner le ratio entre le temps que vous avez passé à écouter votre professeur parler et finalement le temps durant lequel vous avez pu mettre en pratique, expérimenter, échouer, réessayer? L'apprentissage dit expérientiel a été développé dans les années 80 par Jean Piaget, qui est à l'origine de la théorie du constructivisme, en opposition au concept d'innéisme. En fait, il part du principe que l'intelligence se construit sur l'expérience, et non sur un modèle selon lequel certains seraient intelligents de façon innée et d'autres non. En d'autres termes, plus vous stimulez votre cerveau par des événements inattendus, et plus vous allez développer votre intelligence pour tenter de vous adapter. Pour élaborer sa théorie, Piaget s'inspire du courant darwiniste. Les étapes de l'apprentissage expérientiel sont les suivantes. La création d'un concept abstrait généralisé. Vous définissez une vérité générale qui vous aide à comprendre le monde dans lequel vous évoluez. Ensuite, vous testez la validité de ce concept dans une nouvelle situation. C'est l'expérience réelle vécue par l'individu. Enfin, l'observation et la réflexion de cette expérience permet d'appuyer ou d'invalider cette vérité. D'un côté, il y a la mise en action de l'individu, je vis le moment présent, et de l'autre, j'observe, j'évalue, j'adapte. On appelle cela la rétroaction. Le laboratoire de Lewin en sciences sociales de l'université de Créteil a déterminé que l'inefficacité personnelle et organisationnelle serait liée à, je cite, un processus de rétroaction inadéquate. En fait, il y aurait un déséquilibre entre observation et action qui entraînerait une tendance à baser la décision et l'action sur un surinvestissement de la collecte d'informations, ou la tendance à s'embourber dans le recueil et dans l'analyse de données. En d'autres termes, plus je théorise, moins j'expérimente, moins j'apprends, et donc moins je m'améliore. On peut donc résumer ce concept par la citation suivante. Mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Ce processus est très intéressant, mais le potentiel d'apprentissage se restreint malheureusement à la portée de mes actions et à leurs conséquences. Le monde évoluant de plus en plus vite, je vais parfois avoir besoin d'acquérir rapidement un package important de connaissances, ce qui m'emmène donc à vous parler du point numéro 3, la formation. Dans un monde où l'information circule à la vitesse de la lumière, les marchés fluctuent très vite et le vent tourne en permanence. Il est donc indispensable d'acquérir quotidiennement de nouveaux skills. Vous êtes un peu comme Rocky Balboa qui doit s'entraîner dur pour non seulement maintenir sa forme, mais élaborer de nouvelles techniques d'attaque-défense face à des adversaires un peu plus forts chaque jour. Ici, vos adversaires sont représentés par vos concurrents directs. Seulement, à la manière du haka chez les All Blacks, observer mes adversaires peut me déstabiliser, et donc entraîner des réactions de ce type.
Oh là là, son service est tellement meilleur que le mien, tellement moins cher, tellement plus complet, tellement plus rentable, tellement plus... Le biais cognitif a été introduit dans les années 70 par Daniel Kahneman et Amos Tversky pour expliquer les tendances vers des décisions irrationnelles. En d'autres termes, on raisonne avec notre affect, soit en sélectionnant des informations en rapport avec nos croyances, ce qui a pour effet pervers de les confirmer, ou en faisant une interprétation sur une observation toujours dans le sens de nos croyances. Le biais cognitif vise à nous rassurer pour éviter donc le processus de remise en question et donc de rétroaction. C'est bien, vous suivez. Sauf que la comparaison est une méthode de formation qui peut se révéler bien plus efficace qu'écouter un prof parler pendant des heures. La découverte des neurones miroirs par Giacomo Rizzolatti révèle notre capacité à apprendre par mimétisme. C'est aussi un phénomène clé pour développer de l'empathie. Se former implique donc d'être en contact avec nos pairs, et c'est le cas dans la relation dite de mentoring. Personnellement, lorsque je souhaite acquérir une compétence, j'observe les autres et immédiatement derrière je me pose la question « comment faire ?» et jamais « pourquoi ?» Le pourquoi me permet de construire une théorie, alors que le comment m'incite à développer une nouvelle compétence. S'en suivra une série d'actions visant à construire un chemin pour accéder à cette fameuse compétence. L'apprentissage est un phénomène cérébral difficile, qui lorsqu'on stagne peut être démotivant et entraîner le développement de croyances limitantes, du type « Quoi que je fasse, j'y arriverai jamais ». Si le chemin direct est trop compliqué, vous devez prendre un itinéraire bis, ce qui m'emmène au point numéro 4, la transversalité. Lorsque je crée une entreprise, je suis sur tous les fronts. J'assure la direction, les ressources humaines, la stratégie, le marketing, mais je suis aussi le commercial, l'assistant de gestion, le technicien. Bref, je suis partout. Forcément, je suis tout seul. Lorsque j'étais plus jeune, je me passionnais pour tout, sauf peut-être pour l'école. Mes parents m'ont souvent répété « Il faudrait que tu trouves ta voie, dans la vie on ne peut pas tout faire ». La réelle difficulté pour mes parents était de ne pas pouvoir me placer dans une catégorie. Edwin Lemaire, Erving Goffman et Howard Baker sont considérés comme les principaux représentants de la théorie de l'étiquetage social. Ils considèrent que l'étiquetage est un phénomène naturel initialement prévu pour permettre à l'individu de se protéger face aux personnes hostiles en identifiant ses pairs. Seulement ce phénomène connaît des dérives comme la stigmatisation ou au contraire en jouant le rôle d'ascenseur social. En bref, il favorise l'inégalité. Si je suis doué à l'école, je vais avoir accès à un accélérateur de carrière, et les écoles de commerce en font partie. Si vous sortez d'HEC par exemple, le premier job sera rémunéré à hauteur de 75 000 € selon Diplôméo, avec probablement un poste de direction stratégique ou de conseil. Eux, ils n'ont pas trop écouté Piaget. Ça veut dire que dans notre monde, un ascenseur social qui repose non pas sur votre intelligence, mais sur votre capacité à vous conformer à la logique des écoles de commerce, accessible souvent après avoir réussi une classe préparatoire et après avoir passé des tests d'aptitude logique, va favoriser l'inégalité en créant ainsi un système pyramidal. Un seul élu pour beaucoup de candidats. Le problème du jeune, qui sort diplômé d'une école et qui en aura suivi strictement les enseignements, aura subi un déséquilibre entre les théories qu'il aura ingurgitées tout au long de sa formation et la carence liée au manque de pratique sur le terrain. Son niveau d'empathie, si l'on se réfère à la théorie des neurones miroirs, ne sera pas le même qu'un individu ayant démarré au bas de l'échelle. Ce n'est pas le cas par exemple avec les enseignes. Si vous souhaitez monter une franchise et donc occuper le poste de directeur de magasin et chef d'entreprise, vous devez pendant un an être passé par tous les postes. Alors oui, ça fait beaucoup moins rêver d'être poissonnier, hôte de caisse ou technicien de maintenance, seulement dans les faits c'est beaucoup plus pertinent car ça permet de développer une forme d'intelligence sociale et mieux comprendre les problématiques rencontrées par le personnel. Mais voilà, ce système implique de progresser plus lentement et donc nécessite du temps et de la patience, ce qui m'emmène au 5e conseil. Dans les années 70, un psychologue du nom de Erickson et un journaliste, Malcolm Gladwell, ont déterminé que pour devenir l'expert d'une discipline, il fallait comptabiliser 10 000 heures de pratique. Bien que cette théorie soit aujourd'hui remise en question, car jugée trop simpliste et démontée par plusieurs contre-exemples, elle associe le niveau de maîtrise d'une discipline à une variable temporelle et à un degré d'investissement. Si je vous installe face à un piano et que je vous demande de jouer le 3e mouvement de la Moonlight Sonata de Beethoven, il y a moyen que ça ne fonctionne pas. De plus, ce n'est pas en vous entraînant uniquement sur cette partition tous les jours pendant un an que ça vous garantira d'y arriver à la fin. Pire, ça risque de vous démotiver. Vous allez donc devoir passer par un certain nombre d'étapes clés, qui ne seront pas directement liées à la pratique du morceau, et qui vont nécessiter du temps de pratique, comme par exemple apprendre à déchiffrer, puis à lire une partition,
Entraînez vos doigts à avoir une certaine dextérité. Travaillez sur des morceaux plus simples qui vont vous donner le sentiment de réussite car vous allez les jouer plus rapidement. Et enfin, travaillez sur votre oreille ou encore sur le rythme. Pour l'entrepreneur, c'est la même chose. Savoir communiquer, vendre, manager, réaliser des tableaux Excel, autant de compétences qui semblent dissociées et pourtant, une fois entrées dans la jungle entrepreneuriale, elles vous seront toutes nécessaires. N'oubliez pas qu'une entreprise sur 2 ferme au cours des 3 premières années d'activité, pour quelques-unes des raisons suivantes. Un mauvais ciblage, le manque de focus, et là je vous renvoie à l'excellente vidéo de Clément, juste dans la description. L'isolement, cette fois je vous renvoie à la vidéo sur le réseau. L'absence de leadership, une mauvaise stratégie de communication. La découpe du temps est donc votre fer de lance pour réussir. Et pour être patient tout en étant proactif, le secret se trouve dans le point numéro 6, les objectifs. Si l'on compare le bonheur à un but ultime, on peut dire qu'il constitue un élément moteur qui va vous inciter à vous mettre en mouvement. Pour moi, un but, c'est un idéal, comme je veux être riche, je veux être heureux, je veux être connu, etc., etc. Seulement, vous ne pouvez pas atteindre un but, car celui-ci est ni quantifiable, ni observable. Il aura cependant pour rôle de vous aider à définir votre état d'esprit et à créer une dynamique. Un philosophe chinois du nom de Lao Tzu a dit « Il n'y a point de chemin vers le bonheur, le chemin, c'est le bonheur ». Je différencie donc le but des objectifs. Pour être viable, un objectif doit être SMART. Il doit être spécifique, une action égale un objectif. Il doit être mesurable, un objectif correspond à un indicateur de résultat. Il doit être atteignable, quelles sont les étapes pour réaliser cet objectif. Et là je vous renvoie à l'excellent outil de Clément Dynalist. Il doit être réaliste, disposez-vous de l'intégralité des moyens, matériels, humains, financiers. Enfin, il doit être temporel. Quand avez-vous prévu de le réaliser ? Les objectifs fonctionnent un peu comme un maillage. Chaque objectif rempli représente un fil, une série d'objectifs une maille, et le tout vous donne une magnifique toile. Plus vos objectifs sont simples, plus ils sont proches de l'instant présent, et plus votre méthode s'approche de l'apprentissage expérientiel. Seulement voilà, pour remplir avec assiduité chaque objectif, il faut être discipliné, ce qui m'emmène au point numéro 7, la régularité. La régularité rassure, elle crée une forme de sécurité morale et affective qui se traduit par la confiance. Face à une activité fluctuante, la régularité dans la qualité de votre travail prouve votre capacité à vous adapter, à faire face à n'importe quelle problématique. En tant qu'entrepreneur, cette compétence vous donne un atout considérable, qui favorise largement le bouche à oreille et ouvrira la porte à des opportunités ou à des promotions. Pour bien comprendre le concept, je poserai qu'une seule question à mon ami Clément. Pourquoi est-ce que tu choisis Apple ? Parce que c'est fiable. Et quand c'est fiable, ça rassure. Alors, attention, je ne parle pas de redondance. On peut être régulier dans ses actions sans pour autant que cette action soit redondante. Prenons un sportif de haut niveau par exemple. La qualité d'un joueur de foot ou de basket va être donnée par la régularité de ses actions. Pourtant, chaque action sera bien différente. La redondance est donc un élément entièrement lié à vous et à votre perception de la tâche que vous réalisez. Pour lutter contre la redondance, vous devez faire marcher votre créativité et finalement renouveler sans cesse votre approche. Dans un premier temps, ça nécessitera une ressource mentale assez considérable, car on n'a pas été sensibilisé à adopter cet état d'esprit. Et c'est pourtant, je trouve, partie prenante, en tout cas pour ma part, à mon épanouissement personnel et professionnel. 8. Évitez d'être perfectionniste et vous réussirez. Plus j'évolue dans le monde de l'entrepreneuriat et plus je me rends compte que le perfectionnisme ne fait que me desservir. Le perfectionnisme, au sens où nous l'entendons, c'est se focaliser sur des petits détails, la plupart du temps insignifiants, qui font perdre du temps et qui n'auront que peu de valeur ajoutée dans la dimension globale du projet. Il peut se résumer en une phrase, quand le mieux devient l'ennemi du bien. Le perfectionnisme a d'ailleurs fait l'objet de plusieurs études. En 1950, la psychanalyste Karen Horney l'appelait la théorie des il faut. En 1956, Alfred Adler définit le perfectionnisme comme une manifestation du complexe d'infériorité, favorisant le développement et l'entretien de névroses. En 1994, Carl Jung définit le perfectionnisme comme une structure cognitive profonde qui s'installe tôt dans la vie de l'individu et favorise une distorsion cognitive de l'information reçue par cet individu. En d'autres termes, le perfectionnisme est une forme de biais cognitif. Poussé à l'extrême, il emmène donc à des difficultés psychologiques telles que des troubles anxieux. D'ailleurs, selon l'OMS, les troubles anxieux sont constatés chez 10% de la population des pays développés. Si je résume, le perfectionnisme amène donc de l'anxiété, une baisse de la productivité, la critique d'autrui, l'incapacité à déléguer, la sensation d'être débordé et donc l'épuisement.
Ce qui est important dans un projet, c'est avant tout de l'aboutir tout en restant épanoui. Allez au bout du geste pour voir l'intégralité de votre process prendre vie. Et souvenez-vous, la recherche de la perfection est une vision psychiquement erronée de la réalité. Vous l'avez compris, on peut être rigoureux dans la menée d'un projet sans être un gros chieur perfectionniste et individualiste. Car finalement, ce qui prévaut, c'est de travailler avec les autres et accepter leurs imperfections pour créer une vraie dynamique de projet. Le tout en arrivant à tirer le meilleur de ses équipes et de soi-même pour créer un maximum d'engagement et de motivation. Mais ne vous punissez pas d'avoir failli. Point numéro 8, l'engagement et la fidélité. Lorsque vous commencez à évoluer sur votre secteur d'activité, vous allez vous faire repérer et des opportunités vont donc s'ouvrir. Certains vous feront des propositions pour vous faire évoluer au détriment d'autres personnes. Exemple, vous travaillez en tant qu'indépendant dans une entreprise et c'est un de vos contacts, Jérôme, qui vous a mis sur le coup. Le responsable, Marc Fagnon, vous fait comprendre qu'il n'est pas satisfait de Jérôme, mais que vous, il vous apprécie particulièrement. Peu de temps après, il se sépare des services de Jérôme et vous demande de prendre le relais. Si Jérôme est quelqu'un de droit et qu'il vous a fait rentrer dans cette entreprise, je vous déconseille de lui faire ce plan. En apparence, le directeur général de cette société est un contact qui vaut plus que Jérôme, car cette personne possède un certain statut. Seulement, elle est probablement en train de vous manipuler, et une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut, elle vous fera probablement le même coup qu'à Jérôme. Valorisé par Marc, qui représente le symbole d'une certaine forme de réussite, vous donnera le sentiment d'être quelqu'un de spécial, et finalement vous emmènera à accepter une situation qui ne serait pas forcément acceptable dans un autre contexte. Rappelez-vous que la richesse de votre carnet d'adresses, c'est pas les noms qui y figurent, mais c'est ceux qui vous apportent les opportunités. Le contact honnête ici, c'est Jérôme. Même si Marc est un PDG qui gagne 12 millions d'euros par mois, mieux vaut travailler avec Jérôme qui partagera une partie de son micro-business et vous fera gagner quelques centaines d'euros, plutôt que de vous faire exploiter par Marc dans l'espoir d'une hypothétique fortune. Il est important d'être réglo et fidèle avec vos contacts. Évitez de faire comme une puce qui saute d'opportunité en opportunité, car finalement, vous resterez toujours la seconde main, celle qu'on utilise, et puis dont on se sépare. Dans le monde des affaires, n'oubliez pas que vous vous entourez de personnes qui vous ressemblent. Veillez donc à ne pas vous entourer de n'importe qui. Globalement, pour créer une entreprise, vous devez avoir la tête sur les épaules et être structuré, ce qui m'emmène au point numéro 9, hiérarchiser. Mon plus gros défaut, c'est de m'éparpiller. Faire plein de projets en même temps, c'est super, et c'est un conseil que je vous donne car c'est très rare que le premier projet fonctionne parfaitement. Et le fait d'en avoir plusieurs sous le coude vous permet de vivre les phases de différents projets dans une même période. Il vous permet aussi de créer un rythme de travail car au début, on va pas se leurrer, le téléphone ne sonne pas beaucoup. En revanche, ne cherchez pas à tout prix les opportunités car vous risquez de vous perdre. Planifiez votre temps selon une série de tâches associées à vos besoins et n'oubliez pas que les opportunités, c'est vous qui les fabriquez par la valeur ajoutée que vous allez proposer. Personne ne tombera du ciel pour vous servir à un besoin sur un plateau d'argent. Communiquez donc en développant des supports comme un site web ou des cartes de visite. Prévoyez également du temps pour faire de la veille, définir votre stratégie de développement. Et enfin, n'oubliez pas, vous devez absolument développer votre portefeuille client en prospectant. La prospection représente l'étape primordiale qui va vous permettre de construire un portefeuille client viable et solide. Si je devais résumer, je dirais qu'elle doit être quotidienne. Tous les jours, vous devez avoir démarché un peu. Elle doit être intelligente, là je vous renvoie au processus de rétroaction. Elle doit être globale, utiliser le téléphone, les mails, les réseaux sociaux, les contacts directs, la publicité. On doit pouvoir vous identifier à travers une offre. Et elle doit être ciblée, un prospect égale une offre, associée à un tarif. Je m'arrête ici pour la prospection car la thématique fera l'objet d'une vidéo à part. Je vais donc conclure cette vidéo par le point numéro 10 qui résume tous les autres. Lancez-vous. J'hésite. Lancez-vous. J'ai peur. Lancez-vous. Oui, mais... Lancez-vous. Vous pouvez tenter de tout anticiper, vouloir tout bien faire. Sans l'expérience, vous ne pouvez pas savoir comment les choses se dérouleront. Sachez que vous ne risquez rien, vous avez le droit à l'erreur. Chez DigiConseil, par exemple, on considère que rien n'est échec. Tout est expérience. Je ne vous dis pas de liker, je ne vous dis pas de vous abonner, car si le contenu vous plaît, vous le ferez spontanément. À bientôt.